Je vais m'appuyer pour commencer sur deux phrases d'un auteur dans les œuvres duquel je suis tombé quand j'étais petit, comme quelqu'un dans la potion magique, c'est Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Et vous savez qu'en exergue de ce roman, il y a une magnifique phrase qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. » Alors je m'appuierai pour démarrer sur cet accompagnement, je dois vous parler d'accompagnement. Il y a une deuxième phrase peu connue de Saint-Exupéry qui, je crois, se trouve dans le livre Pilote de guerre et qui dit « Je n'aime pas ce monde. On y meurt de soif. » En fait, la phrase est un peu plus féroce que ça, je l'ai édulcorée pour vous. Alors, l'essentiel est invisible pour les yeux. Qu'est-ce que la personne qui va accompagner va voir de ses yeux? Alors, tout d'abord, comme je suis passionné d'étymologie et de sémantique, je vous rappellerai l'origine du mot accompagnement ou accompagner. Ça vient du latin ad, aller vers, cum, ensemble, c'est bien le titre de notre sujet, padere, partager le pain. Donc, accompagner, c'est, au fond, étymologiquement, aller vers le partage du pain. J'en profite tout de suite pour vous dire quelque chose, c'est que l'accompagnement s'exerce auprès de personnes qui sont en crise, soit en désarroi, soit en maladie, soit, ce qui est ma spécialité, en fin de vie, en agonie et dans le deuil. Et je ne sais pas si vous savez quelle est l'étymologie, je vous ennuie avec mes étymologies, mais tant pis, du mot crise. En grec ancien, crise voulait dire moment du choix. Autrement dit, quand on est en crise, c'est qu'on n'a pas voulu peut-être faire certains choix et que, à ce moment-là, on arrive à l'obligation de le faire. Ça ne peut pas dire, comme on l'entend souvent, le top des emmerdes, pour parler poliment. Alors, qu'est-ce que les yeux vont voir quand on va accompagner quelqu'un qui est en crise, ou en désarroi, ou en maladie, ou en fin de vie? Eh bien d'abord, ce qui frappe très souvent, c'est la déchéance du corps. C'est ce qu'on appelle la métamorphose due à la maladie, ou, pour la fin de vie, la thanatomorphose, c'est-à-dire le changement du corps par les pressions qui s'y exercent. Et quand on rentre dans le travail d'accompagnement, il faut pouvoir avoir un regard égal sur la déchéance du corps. Je rejoins ce que disaient nos amis tout à l'heure, le respect et un regard, comme diraient nos amis bouddhistes, équanime, c'est-à-dire avec une âme égale. Il y a, pour celui qui est accompagné, une perte du paraître. Or, vous savez que nos sociétés fonctionnent sur le look, to look like. Avoir l'air d'eux. Avoir l'air d'eux ne veut pas dire qu'on l'est véritablement. Et donc, il faut, quand on accompagne, aller au-delà du paraître, mais aller vers l'être, le plus possible. J'ai noté quelques petites choses, ce n'est pas exhaustif. Il y a aussi ce qu'on appelle, et j'ai eu souvent du mal à l'expliciter à mes étudiants, le maintien de la dignité. Alors la dignité, ce n'est pas parce qu'on a été avocat, médecin, président de quelque entreprise que ce soit. La dignité, elle est due simplement parce qu'on est un être humain. Et c'est notre statut d'être humain qui nous confère la dignité d'être accompagné. Et on a le droit d'être accompagné comme on a le droit d'être défendu par un avocat, par exemple. Alors, il y a ensuite une attitude relativement, on va dire, tranquille par rapport à d'autres phénomènes qui existent dans l'accompagnement. C'est tout d'abord les odeurs. Quand on est malade,
ne sent pas la rose, comme disait. Quand on est en fin de vie, on a souvent aussi des odeurs qui sont liées au type de maladie que l'on a. Et ça, c'est un peu particulier. Et j'ai vu des gens faire de l'accompagnement et rentrer dans une chambre avec un mouchoir et un parfum, pour bien signifier qu'il y avait une odeur terrible dans la chambre. Et une des maladies, pour l'avoir expérimenté, qui donne le plus d'odeur, ce sont les cancers des voies ORL. Ce sont des maladies très odorantes. Et je me souviens, quand je travaillais au centre Antoine Lacassagne à Nice, qui est le centre anticancéreux de Nice, de personnes qui ne voyaient plus leur famille parce que ça sentait trop mauvais. Et il ne fallait pas que les petits-enfants sentent ça. Alors, quand je faisais la contre-visite l'après-midi avec mes confrères internes et externes, ces gens-là étaient sur le pas de leur porte de leur chambre. Ils attendaient, on peut se demander quoi. En fait, ils attendaient qu'on leur dise un mot, qu'on leur parle. Parce que jamais il n'était visité. Et j'avoue que j'ai fait de la délation. Alors que ce n'est pas du tout mon esprit. Je suis allé me plaindre à mon professeur, qui était le professeur Schneider, que j'ai beaucoup admiré, qui venait de Villejuif. Et nous étions, nous autres, en hématologie, et au même étage que, voyez-vous, les malades qui avaient des cancers ORL. Et je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a des gens qui ne reçoivent jamais de visite. Alors il s'est renseigné, il a demandé les numéros de téléphone des familles de ces gens-là, ce qu'on appelait à l'époque la surveillance, maintenant ça s'appelle le cadre de santé. Et je n'ai jamais entendu mon professeur, qui était si doux, être aussi ferme que ça avec les familles, en leur disant, je vous préviens que je téléphone à la sécurité sociale pour vous faire annuler vos prestations si vous ne venez pas visiter votre grand-père. Il est toujours tout seul au long des jours. Et ils ont appliqué dès le lendemain, je les ai vus à la contre-visite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir avec le cœur quand on accompagne des gens? Eh bien, d'abord, ressentir ce fameux statut d'être humain, de sentir l'autre qui souffre. On peut parler de frères humains qui souffrent. Et je dirais également qu'avec le cœur, on se met à sa place pour se dire que si ça nous arrivait à nous, on aimerait bien être accompagné, sauf que, on n'est pas à sa place. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut à la fois avoir de la bienveillance et de la compassion, et en même temps ce qu'on appelle dans l'accompagnement la juste proximité. Ou encore, j'aime pas trop l'autre mot qu'on employait auparavant, qui était la bonne distance. Parce que dès qu'il y a distance, il y a condescendance, arrogance. Ça va pas? Ah ben moi merci, ça va très bien. C'est ça la bonne distance. Alors on préfère parler maintenant de juste proximité. Vous allez me dire c'est une question de jouer sur les mots, mais pas tout à fait. Alors ensuite, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse à nous, c'est très important. Et il est très important que, avec le cœur, on sente les besoins de l'autre. Bien. Alors maintenant, nous allons voir pourquoi ce monde a soif. Au passage, pour les gens qui ont une ferveur religieuse, une croyance de type chrétien, je vous rappelle que Saint-Exupéry paraphrasait le Christ sur la croix avant sa mort et qui a dit « j'ai soif ». Et l'abbé Marc vous a dit que je faisais de la radio et j'ai fait en particulier une biographie d'un très grand personnage pour moi qui s'appelle Mère Teresa. Et à Calcutta, au siège de son ordre, entre un crucifix à l'arrière et une statue de la Vierge à l'avant, il y avait au pied de la statue de la Vierge « j'ai soif ». Donc, on lui a tendu une éponge, si je me souviens bien, mouillée d'eau et de vinaigre, mais ce n'est pas de cette soif-là qu'il parlait.
compagnon va rencontrer, c'est un besoin de fraternité, c'est un besoin de solidarité, c'est un besoin de compassion, au minimum de bienveillance, c'est un besoin d'empathie, et c'est un besoin de dignité dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce qui est très important quand on est accompagnant, je vais vous donner quelques clés de travail, parce que nous serons tous un jour accompagnants de quelqu'un. Nous aurons tous un jour un proche, un ami, un enfant. Je me suis un peu spécialisé dans l'accompagnement des enfants qui vont mourir. Vous allez dire, c'est pas rigolo, mais les enfants, voyez-vous, nous aident beaucoup plus qu'on le croit à les aider. En réalité, comme ils ne sont pas depuis très longtemps dans ce monde, ils y sont moins attachés que nous. Et leur seul souci, c'est de savoir si les parents ne vont pas se séparer après leur mort. Leur mort, ils n'en parlent pas. Voilà. Ce qui leur importe, c'est que leurs parents restent unis. Et on le sait bien, par les enfants qui sont maltraités, par les enfants qui sont battus, on sait très bien qu'ils ne dénoncent jamais leurs parents. Parce qu'ils ne veulent pas briser l'union de leurs parents. Alors, une chose sur laquelle j'attire votre attention au passage, bien que je ne sois pas là pour traiter uniquement la fin de vie ou l'après-mort, c'est le deuil des enfants. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous le donner. Il y a 4 lignes de force à respecter quand on accompagne les enfants, qui sont en deuil. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils donnent le change. Très souvent, parce qu'ils jouent. Ils ont repris leur jeu, ils chantent en jouant. Mais si vous écoutez bien, vous verrez qu'ils chantent tout le temps la même chanson, comme une litanie, qui les soulage d'une souffrance qu'ils n'osent pas dire. Et ils répètent cette litanie à l'envi, comme quelque chose qui est un baume apaisant. Et alors les parents disent, ah mais tout va bien, regardez, le deuil est fait, ils jouent. Non, le deuil n'est pas fait. Bien. Alors ensuite, quand on accompagne quelqu'un, il faut éviter d'avoir un projet sur l'autre, c'est-à-dire d'avoir un projet sur la personne qui est accompagnée. Ne pas penser qu'on sait mieux que lui comment il faut faire. Et si vous pouvez d'ailleurs dire aux gens que leur manière d'aborder leur situation, soit de désarroi, soit de maladie, soit de fin de vie, c'est la meilleure parce que c'est la leur. Et nous ne pouvons pas nous mettre à leur place. Donc donner des conseils, ça ne sert à rien. Même si on a vécu cette situation-là, il faudrait pouvoir être à leur place pour leur donner les bons conseils. Et donc, c'est ne pas avoir de projet sur l'autre. C'est très important. Deuxièmement, il y a la recherche de ce qu'on appelle la personne ressource. Alors, qu'est-ce que la personne ressource? Vous en avez entendu parler à propos de ce qu'on a appelé dans la loi Liamoditti les directives anticipées. C'est l'idée que vous demandez, par exemple, qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. Vous savez comment s'appelle l'acharnement thérapeutique actuellement? Oh, c'est très littéraire, ça s'appelle l'obstination déraisonnable. Voilà. C'est comme vous voulez. En tout cas, l'idée de ne pas être ranimé contre son gré fait partie de ces directives anticipées que l'on doit formuler pour 3 ans et qui sont confiées à la personne ressource, qui est une personne qui est choisie par la personne que l'on accompagne. Ce n'est pas à nous de la désigner. On peut la sentir, on peut la percevoir, mais c'est d'abord la personne qui est accompagnée qui l'a choisie et qui nous la désigne. Il faut aussi se rappeler, quand on accompagne quelqu'un, qu'il reste le capitaine de l'équipe. Il a une équipe de soins autour de lui, donc il est soutenu, aidé, épaulé. On vit avec. Ça, c'est une des clés du compagnon, c'est vivre avec. Et n'oubliez pas que quand on partage le pain, on peut partager du pain blanc ou du pain noir. Il y a des jours avec, il y a des jours
portez au nu, il y a des jours où vous servez de punching ball. Et je me souviens, pour avoir formé, c'est un bien grand mot, mais pour avoir, formé, on peut dire comme ça, des soignants en hôpital, certains étaient dans un désarroi terrible, parce qu'en particulier ceux qui travaillaient aux urgences recevaient la colère des familles. En particulier quand elles étaient chargées d'annoncer la mort, la maladie, le diagnostic ou autre, elles étaient en première ligne pour prendre la colère des familles. Une colère légitime, bien entendu, mais qui ne s'adressait pas à la bonne personne. La surveillante, l'infirmière, qui venait parler en première ligne aux familles, était responsable en aucun cas de ce qui arrivait. Et pourtant, c'est elle qui prenait tout. Et il y a des moments où elle n'en pouvait plus. Alors il fallait évidemment leur dire que c'est une manière détournée de décharger l'énergie. Ensuite, quand on accompagne quelqu'un, il faut être conscient qu'il se passe des choses que l'on ignore ou que l'on va découvrir. C'est en particulier les courants souterrains sur le plan affectif qui existent dans les familles. Je m'explique, messieurs, dames. Il y a dans les familles des règlements de compte que vous ignorez. Soit dû à l'héritage qui se profile à l'horizon, soit dû à de vieilles inimitiés qui existent dans la famille, soit dû à des fâcheries. J'ai vu des enfants faire des procès à leur maman, j'ai vu des frères et sœurs ne pas se parler depuis 20 ans. Alors vous imaginez, quand on arrive au bord de l'accompagnement d'une personne de la famille, tout ça ressurgit. Et vous, qui êtes l'accompagnant, qui êtes une tierce personne par rapport à la famille, vous devez prendre conscience qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mais il ne faut pas chercher à les maîtriser d'ailleurs, mais il faut comprendre que cette personne qui est accompagnée est soumise à ce genre de choses. Une autre chose quand on fait l'accompagnement, c'est de savoir quelle est notre intention profonde en faisant l'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est par fraternité? Est-ce que c'est pour rendre ce monde plus humain? Ou est-ce que c'est une petite psychothérapie qu'on fait vite fait sur le gaz, sur le dos de la personne qui est accompagnée? Donc, si on a des psychothérapies à faire, il faut aller les faire, mais pas sur le dos d'une personne accompagnée. Ce n'est pas le lieu. Donc, je conseille à mes étudiants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, avant de rentrer dans une chambre, mettons, de malade, une chambre de mourant à l'hôpital, ou la chambre de quelqu'un qui était en pleine dépression, en plein désarroi, en pleine crise, de se préparer. Se préparer, ça consiste à s'interroger, à savoir pourquoi on est là aujourd'hui, et ensuite de rester égal à soi-même quand on va rentrer dans cette chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Il y a d'abord souvent deux grands yeux qui vous regardent, qui s'amusent de vous, dans un visage décharné, qui a été remodelé par les vents contraires de la vie, parfois par quelques vents portants, mais très peu. Et si vous ne savez pas soutenir le regard, ce n'est pas la peine de faire le compliment. Également, la deuxième chose, c'est, excusez-moi d'être un peu ferme, hein, mais c'est par amour que je dis ça. Également, il faut savoir soutenir les silences. Vous avez des gens, par exemple, qui ne vous parlent pas. Vous avez aussi des gens qui restent longtemps silencieux. D'abord parce qu'ils vous éprouvent, ils vous mettent en test. Et deuxièmement parce qu'ils n'ont plus rien à montrer que leur dénuement, leur nudité parfois, et leur désarroi. Alors avant de rentrer dans une chambre, faisons appel à notre noble fond, comme on dit en chevalerie, puisons en nous ce qu'il y a de plus beau et rentrons dans la chambre. Faisons un visage agréable à voir pour la personne. Et ensuite, voyez-vous, il y a un problème de géométrisation dans la chambre. La place que vous prenez auprès du lit de la personne, si c'est une personnalité, n'est pas anodine. Si vous vous mettez, comme font certains, au bout du lit et que vous lui parlez à 3 km, ça veut dire que vous mettez de la distance entre lui et elle. Entre vous et elle, pardon. Si vous vous mettez comme souvent les gens font, ils tirent une chaise et ils se mettent à angle droit. Alors là, c'est déjà mieux.
Mais les hommes de droit, vous le savez, sont un peu abrupts. Ce ne sont pas des ronds. Une des meilleures positions pour ce qu'on appelle la communication non verbale, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la communication non verbale, c'est un mode d'expression que notre corps a sans que nous parlions. C'est-à-dire, moi je peux, parfois, parce que je suis très entraîné évidemment, je ne demande pas, je peux savoir ce que la personne veut communiquer alors qu'elle ne le dit pas avec les mots, simplement par la position de son corps. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Alors ne pensez pas qu'elle vous trahit, mais elle donne une information à l'autre personne. Donc, quand vous placez votre chaise auprès de la personne que vous allez visiter, eh bien, une des meilleures positions, mais ce n'est pas la seule, c'est de vous mettre à la tête du lit avec elle, à regarder comme exactement. Regardez ensemble dans la même direction. C'est ce que, encore Saint-Exupéry disait quand on est amoureux. Il disait être amoureux, c'est regarder ensemble dans la même direction. Là, c'est pareil. Après, il y a ce qu'on appelle la question qui tue. Et qui, évidemment, est très souvent posée à ce qu'on appelle dans les hôpitaux l'ASH, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent du nettoyage, ou éventuellement l'aide-soignante. Vous la connaissez, cette question? C'est qu'est-ce que j'ai au minimum? Et la deuxième phase, c'est est-ce que je vais mourir? Alors vous imaginez, pour l'aide-soignante ou pour la dame qui s'occupe de nettoyer, c'est un peu problématique parce qu'elle n'a pas véritablement accès au dossier. Et les gens disent « Oh, mais vous devez le savoir, vous, hein, puisque vous faites partie de l'équipe de soins là-bas. » Non. Alors, il faut se préparer à recevoir ce que j'appelle la question qui tue. Qu'est-ce que vous allez répondre à quelqu'un qui vous dit « Qu'est-ce que j'ai ?» ou qui vous dit « Je vais mourir ». C'est à vous que je pose la question. Pas facile. Alors vous pouvez répondre, par exemple, que c'est une éventualité, que c'est une possibilité auquel il faut qu'elle se prépare. Vous ne niez pas la possibilité que sa maladie soit grave, potentiellement mortelle. Vous ne niez pas qu'elle puisse mourir. Vous dites simplement qu'il faut qu'elle s'y prépare et que c'est tout à fait possible. Vous ne mentez pas. Et vous dites une vérité qu'elle peut entendre. Parce que très souvent, les gens qu'on accompagne, ils prêchent le faux pour savoir le vrai. Ils prêchent le vrai pour savoir le faux. Et ils sont très souvent dans le déni. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le déni. Le déni, ce n'est pas la dénégation. Le déni, c'est être conscient que ce qui est dit est vrai, mais refuser de l'intégrer pour mettre à distance ce qu'on appelle l'impact trop massif de la nouvelle. Hein, c'est comme les gens qui vous disent « Ah, attends, je voudrais te parler là, tu sais ton truc là, tu sais pas, non, non, attends, ne me dis rien, on en parlera plus tard. » Voilà. Alors la personne ne nie pas qu'il y a une mauvaise nouvelle sur le feu, mais elle la met à distance pour pouvoir se donner le temps d'intégrer une énergie qu'il va falloir recevoir. C'est très différent de ce qu'on appelle la dénégation. La dénégation, je m'adresse à José Navarro, la dénégation, c'est nier l'évidence. C'est-à-dire, le commissaire dit vous avez étranglé votre femme. Ah non, non, monsieur le commissaire, j'ai tout fait pour ma femme. Je ne sais pas si vous voyez la bière, bon, elle n'est pas terrible. Alors ensuite, dans l'accompagnement, il est bon de savoir que on ne sait rien. Savoir qu'on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas parfois qui on va faire, comment elle va réagir, cette personne. On n'est pas toujours au courant des détails du dossier. Et on ne sait surtout pas. Ça, c'est une autre question qui tue. Quand la personne va mourir, ou quand la personne, combien d'espérance de vie la personne a. Ne vous aventurez jamais à dire à quelqu'un qu'il n'en a pas pour longtemps. Parce que 6 mois plus tard, le canard est toujours vivant. Et comme des gens qui vous connaissez le mieux avant la mort, excusez-moi de parler de ça, je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie d'entendre parler de ça, mais je le dis quand même parce qu'on y sera toujours un jour confrontés. Il y a des gens qui sont très très mal, et qui tout d'un coup
coups sont mieux. Alors tout le monde se reprend à respirer et dit « Ah ben regardez, c'est incroyable, il va mieux. » Et le lendemain, il est mort. Tout se passe comme si la vie nous disait « Profitez-en pour dire au revoir. Profitez-en pour vous régler vos dernières affaires, faire vos derniers papiers, dicter vos dernières volontés. » Voilà, comme si la vie nous donnait un répit. Il ne faut pas être trompé par ça. Alors, ensuite, on est accompagnant, certes, mais on travaille au sein d'une équipe. L'équipe de soins, ou l'équipe d'accompagnement, à laquelle se joint parfois la famille. Et cette équipe doit se comporter comme ce qu'on appelle une unité fonctionnelle. C'est-à-dire un tout unique qui fonctionne d'une même voie. Il n'y a rien de pire que d'avoir des discordances devant une personne qui est malade. Alors, souvenons-nous que accompagner, c'est être là, avec, être là pour. Et on n'y est pas pour soi, on est pour l'autre. Voilà. Encore, je pourrais vous parler de partie de la nuit, mais comme je m'applique à moi le timing, je ne le fais pas. Alors, la question aussi, parfois, c'est quelle est la vérité que les gens peuvent entendre à ce moment de leur vie. On ne vous demande pas, parfois, de tout dire. On vous demande parfois de distiller la vérité, c'est-à-dire de dire un peu ce que la personne peut entendre. Alors, c'est aussi être très humble quand on accompagne. L'humilité, c'est une des choses qu'il faut développer. Il faut se dévêtir de ses a priori quand on va accompagner quelqu'un. Et aussi sortir de ces cadres de référence. Parce que voyez-vous, la question qui se pose pour nous qui accompagnons, c'est de savoir comment on a apprivoisé pour nous l'idée de la maladie ou l'idée de la mort. Où en sommes-nous de notre apprivoisement du mourir ou du morbide, c'est-à-dire de la maladie. Je vous signale que morbide, ça ne veut pas dire relatif à la mort, mais relatif à la maladie. La morbidité, c'est les statistiques sur la maladie. Sinon, on parle d'être mortifère. Alors, je vous ai dit aussi que ce qui était très important, c'est de soutenir le regard. Et il y a des regards qui interrogent. Je me souviens, c'est bien de raconter une petite anecdote, hein, c'est vivant, et il y en a une qui me revient. J'habitais donc, je travaillais à Saint-Gaudens, et j'étais à côté d'une grande ville qui s'appelait Tarbes. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville. C'est une ville qui est relativement importante. Et un jour, une dame me dit, c'est pas au médecin que je m'adresse, c'est à l'humain. Il faudrait que vous alliez visiter telle personne, que je connaissais un peu, mais sans plus. J'ai dit, je peux, oui, mais je ne suis pas son médecin traitant. Non, il faudrait y aller parce qu'elle a réclamé après vous. Alors, j'arrive à l'hôpital de Tarbes, dans le service de médecine interne où elle était, et je vois en plein milieu d'un hall le chef de service en train de discuter avec ses internes, ses chefs de clinique, et dire « Moi, vous comprenez, je ne supporte pas la mort des gens jeunes. » Parce que la veille, il y avait eu à la télévision un dossier sur la mort des gens jeunes. Et oui, on peut mourir à tout âge. On peut être malade à tout âge. Et on peut être malade même si on est médecin. J'en témoignerai tout à l'heure. Alors, j'arrive et sans me signaler, sans m'identifier, sans donner mon pédigré, je leur demande où se trouve cette personne que je devais visiter. Alors ils me l'indiquent, et bien vous allez voir, c'est pas facile, hein. Bon, je parcours le couloir, je rentre dans la chambre en me préparant avant. C'était une jeune femme qui avait 38 ans et qui était atteinte d'une tumeur du cerveau.
ce qu'on appelle une tumeur en crabe, qui est très difficile à disséquer pour le chirurgien. Donc on est juste condamné à lui faire des injections de synactène, qui est un dérivé de la cortisone, pour décompresser l'œdème péritumoral. Parce que ce qui fait beaucoup de mal au niveau du cerveau, ce n'est pas la tumeur elle-même, mais c'est l'œdème qui entoure la tumeur. Je rentre dans la chambre, et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des gens assis en demi-cercle au fond de la chambre, qui étaient à 100 km de personne. Et elle leur faisait son one-woman show, elle essayait de mettre l'ambiance. Il ne manquait plus, voyez-vous, que les candélabres. Et on était tout à fait dans une veillée mortuaire. C'était très choquant. Alors moi, j'ai fait exprès de faire beaucoup de bruit. J'ai tiré ma chaise en faisant de bruit sur le sol, et je suis venu me placer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à côté d'elle, et je regardais la famille et les amis qui veillaient les morts. Et j'ai eu droit tout de suite à la question qui tue. Pascal, est-ce que je vais mourir? Vous voyez, comment répondre à une question quand vous n'êtes pas responsable du dossier de la personne, hein? Alors je lui ai répondu la réponse que je vous ai faite, et elle m'a dit merci, tu es le seul qui me fait au moins une réponse, parce que personne ne veut me répondre. Et je lui ai dit, tu sais, c'est très difficile de répondre à cette question, hein, parce qu'on n'est pas devin. Voilà. Et donc, on a blagué comme ça pour faire diversion, évidemment. Beaucoup de gens qui blaguent, mais c'est pour cacher leur souffrance. Ça, il faut savoir le reconnaître aussi. Pas penser qu'ils sont de bonne humeur. Et quand je suis sorti dans le couloir, j'ai pris le mari de cette jeune femme que je connaissais à part et je lui ai dit, mais vous faites quoi là? Ah ben on l'accompagne. Non, je n'ai pas dit vous l'accompagnez pas, vous la veillez déjà comme si elle était morte. Je lui ai dit alors dites aux gens de la famille d'aller boire un café dans le couloir, de changer l'organisation des chaises, hein, et de se mettre près d'elle, pas à 3 km. Ah bon, nous on pensait bien faire. J'ai dit oui, on pense souvent bien faire, mais elle a vraiment l'impression que vous êtes en train de la condamner. Voilà, bon, petite anecdote en passant comme ça, mais j'en ai connu d'autres. Et quand je repars dans le couloir, figurez-vous, je suis à nouveau pris à partie par le chef de service. Il dit ah, alors, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous avez pu? Je dis écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, je ne suis pas plus à l'aise que vous avec la mort des gens qui vont mourir, ni avec la mort des enfants, mais